Madame, Monsieur, bonjour. Le commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord de cet appareil. Nous vous informons que les bagages à main doivent être placés dans les coffres ou sous les sièges devant vous. Les téléphones portables doivent être impérativement mis en mode avion, et ce jusqu'à l'arrivée au parking de destination. Nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et qu'il est strictement interdit de fumer dans les toilettes. Du gothique flamboyant au gothique romantique. Le genre gothique se développe particulièrement à l'époque romantique, d'abord en poésie, puis dans le romanesque. Il nourrit son succès de l'attrait particulier pour le sentimental et le macabre, et puise ses sources dans la redécouverte de l'architecture gothique et le regain d'intérêt pour le passé en Angleterre. En effet, le roman ou la nouvelle gothique désigne d'abord un genre apparu en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe. Suscitant la peur, voire l'horreur, il a une fonction morale. Il met en scène la transgression des tabous sociaux et religieux, en montre les conséquences négatives et rétablit l'ordre à la fin de son récit. Pas toujours. Vers la fin du XVIIIe, donc, l'exaltation et l'exaspération croissante de la sensibilité se traduisent en littérature, aussi bien en France dans les romans du marquis de Sade ou de Rétif de la Bretonne, qu'en Grande-Bretagne dans un genre populaire nouveau, le roman gothique ou roman noir qui met en scène des fantômes, des châteaux et des personnages terrifiants. Bonjour. Monstres et sorcières, ésotérisme et paganisme, goût du macabre et de l'épouvante. Le mouvement gothique porte un intérêt à ce qui rebute la plupart des gens. C'est bien pour cela qu'il est, bien souvent, vu d'un mauvais œil, comme tout ce qui a été défini comme gothique au fil du temps. Je vous raconte aujourd'hui un conte gothique moderne écrit par Monsieur Plume et publié en février dernier sous licence Creative Commons sur le site Atramenta, service de publication d'œuvres écrites en ligne, en e-book, en livre audio et papier. Alors, jusqu'où est-on prêt à aller pour connaître le succès, prouver son talent? Est-ce que vendre son âme à une muse mystérieuse et vénéneuse en vaut la peine? Et quelles seront les conséquences pour avoir suivi cette leçon de ténèbres? C'est précisément le titre de la nouvelle que je vous propose dès à présent. Leçon de ténèbres. Petit conte horrifique. Dans la pénombre de sa chambre aux volets clos, Vincent demeurait totalement inerte, allongé de tout son long sur son lit étroit, mains croisées sur la poitrine tel un gisant médiéval. Les yeux grands ouverts, il fixait sans le voir un point du plafond perdu dans le néant au-dessus de lui. À ce moment précis, ce qu'il éprouvait pouvait se résumer à un énorme sentiment d'ennui et de vacuité. Pas une once de tristesse ou d'apitoiement sur lui-même, non, car sa vie était telle qu'il la souhaitait, libre et sans trop d'attache. Il habitait un petit studio sous les combles, héritage familial, et gagnait sa vie en acceptant les missions d'intérim et les contrats courts qu'il pouvait trouver. À 30 ans passés, on lui avait souvent reproché de manquer d'ambition ou de projet d'avenir, mais il n'avait jamais été matérialiste et le peu d'argent qu'il possédait était largement suffisant pour couvrir ses maigres dépenses et lui permettre même de s'offrir quelques loisirs, des piles de livres dénichés chez les bouquinistes de sa connaissance
et une collection éclectique de disques vinyles encombrait chaque recoin de son modeste appartement. Il ne souffrait pas non plus de solitude, car il avait su conserver précieusement au fil du temps des liens avec un petit groupe d'amis fidèles. Avec eux, il écumait régulièrement les bars et refaisait le monde jusqu'aux petites heures d'un nouveau jour naissant. Il entretenait aussi, depuis bientôt 2 ans, une relation en pointillé avec une volcanique et insatiable hôtesse de l'air prénommée Mélissa, qui aimait plus que tout, entre 2 vols pour l'autre bout du monde, s'envoyer en l'air avec lui dans les endroits les plus improbables. Non, là n'était pas le problème. Ce qu'il y avait, c'est qu'il ressentait un étrange manque, quelque chose d'indéfinissable et d'intangible. Il voulait de la surprise, de la nouveauté. Il fut sorti de ses pensées par une mélodie s'échappant de son portable qui lui signalait un appel en visio. Quelques instants plus tard, la plastique irréprochable de Mélissa s'affichait sur le petit écran. À peine vêtue d'un bikini incendiaire, ses longs cheveux sombres mouillés et la peau encore couverte de gouttelettes d'eau, elle le contactait depuis une plage lointaine et exotique. Les quelques minutes de babillages insouciants et futiles qui suivirent avant qu'elle ne mette fin à l'appel, non sans lui avoir rappelé qu'elle serait de retour la semaine suivante et comptait sur lui pour venir l'accueillir à l'aéroport, ne firent qu'accentuer le spleen de Vincent. Une fois la conversation terminée, il consulta machinalement ses courriels et découvrit que, contre toute attente, la mystérieuse Eva lui avait répondu. Quelques mois plus tôt, Vincent avait découvert avec curiosité un site dédié aux histoires érotiques. Il s'était rapidement fait happer par le pouvoir que pouvaient avoir les mots sur sa libido et en était devenu un lecteur assidu. Il s'était même pris au jeu au point de s'essayer à l'écriture, et les 2 récits qu'il avait publiés jusqu'ici avaient connu un certain succès. Sa boulimie de lecture l'avait rapidement conduit dans les méandres les plus reculés du site, à la recherche de textes sortant du lot, d'originalité, de styles différents. Et c'est là qu'il avait trouvé la perle rare. Un récit mêlant un érotisme torride et suggestif à des thèmes sombres et d'une violence rare, oscillant entre vampirisme et cannibalisme. Choqué et excité par sa lecture, il remarqua que l'histoire se terminait par l'adresse mail de son autrice, qui portait le pseudonyme d'Eva Rimp, et il se décida sans trop réfléchir à lui envoyer un long message pour lui témoigner de la forte impression que cette lecture avait provoquée chez lui. Il n'espérait pas vraiment obtenir de réponse. L'histoire ayant été écrite près de 10 ans auparavant par quelqu'un qui n'avait plus donné de signe de vie par la suite. Et voilà que cette bouteille lancée à la mer avait trouvé son chemin et revenait avec une réponse. Fébrile malgré lui, Vincent ouvrit le message qui disait simplement « Je vous ai lu également. Ce que vous dévoilez de vous dans les fantasmes que vous exposez, et surtout la manière sobre et élégante avec laquelle vous le faites me plaît beaucoup. Retrouvez-moi demain soir, nous aurons beaucoup à nous dire et bien des choses à réaliser ensemble. » Elle n'ajoutait rien d'autre que son adresse qui se trouvait située, il le vérifia immédiatement, en pleine campagne, à plus de 3 heures de route de chez lui. Pas de fioritures ni de formules de politesse. Ces 3 courtes phrases sonnaient comme un ordre auquel il n'était pas concevable de désobéir.
À la fois flatté par des compliments reçus et intrigué par l'ambiguïté de ses mots, Vincent était confus. Il retourna s'allonger sans réussir toutefois à trouver le sommeil avant un très long moment, perdu dans des pensées obscènes et insidieuses. Il fut réveillé au beau milieu de la nuit par la sensation désagréable d'un danger imminent. Son corps était devenu si pesant qu'il ne pouvait presque plus bouger, et ce n'est que du coin de l'œil qu'il l'aperçut. Eva se tenait debout au bord du lit, entièrement nue et semblable en tout point à l'héroïne gothique de son conte, grande et maigre, arborant une longue chevelure d'un noir de jais qui masquait presque entièrement son visage émacié, le corps orné de piercings douloureusement menaçants. Elle se mit à sourire sans joie, ce qui donna à ses traits une expression carnassière et provocante. L'apparition s'approcha sans un bruit, à croire qu'elle flottait au-dessus du sol plutôt qu'elle ne marchait, et monta sur le lit afin de surplomber Vincent, ses pieds fermement plantés dans les draps froissés de chaque côté de lui. Au moment où elle se pencha vers lui, Vincent remarqua avec effroi la longueur démesurée de ses canines, quand les crocs de la prédatrice perforèrent sa carotide dans une gerbe de sang. Il se mit à hurler comme un dément. Il se réveilla en sursaut, perturbé par cet horrible cauchemar. Couvert de sueur et tremblant de tous ses membres, il se précipita pour allumer l'ensemble des lumières de l'appartement afin de tenter de dissiper cette terreur nocturne qui lui avait semblé si réelle, et vérifia que la porte d'entrée était toujours correctement verrouillée. De retour dans son lit, il se refusa au sommeil, de peur de replonger dans ce mauvais rêve, et prit la décision sans appel qu'il ne rendrait pas visite à Eva le lendemain. Malgré lui, ses paupières finirent par se faire lourdes, et il ferma les yeux, juste pour un court instant de repos. Quand Vincent reprit pleinement conscience, il découvrit que l'après-midi était bien avancé et qu'il était au volant de sa vieille voiture brinque-ballante en direction du nord sur une route nationale bordée de platanes très éprouvés par le temps. Il n'avait absolument aucun souvenir de s'être levé, habillé ou d'être sorti de chez lui plus tôt dans la journée. Un vide incompréhensible, singulière amnésie, avait rongé les heures écoulées depuis la nuit. Il s'arrêta dès qu'il le put, profitant de la place principale, déserte à cette heure, d'un village gris et morne, pour faire le point sur sa situation. Un coup d'œil à son GPS lui indiqua qu'il roulait, comme il le craignait, en direction du domicile d'Eva, et qu'il avait déjà parcouru presque toute la distance. Faisant finalement contre mauvaise fortune bon cœur, il estima que cela ne lui coûterait pas grand-chose de terminer son périple, et il se remit en route. Il roula encore longtemps à travers un paysage que l'hiver avait vidé de toute présence humaine, faisant s'envoler par moments des nuées de grands corbeaux qui s'égayaient en croissant d'antiques malédictions à son encontre. Alors qu'il commençait à douter de parvenir un jour à bon port, il aperçut enfin un petit panneau piqueté par la rouille qui indiquait la direction du lieu-dit qu'il cherchait. Tournant sur sa gauche, Vincent s'engagea dans un sous-bois obscur, au milieu duquel la route goudronnée devint rapidement un chemin de terre, ce qui mit à rude épreuve les amortisseurs déjà fatigués de son véhicule. Au bout d'une centaine de mètres, il fut de toute façon obligé de stopper, la voix
étant barré par une lourde chaîne solidement fixée de part et d'autre du chemin à des bornes de pierre moussue. Il hésita un moment, puis se décida à poursuivre à pied, poussé par une curiosité malsaine qui l'incitait à persévérer dans ce qui ressemblait de plus en plus à une expédition sans espoir de réussite et dont il ne connaîtrait jamais l'issue. Les arbres malingres qui entouraient le sentier bruissaient de murmures inquiétants, tandis que leurs branches hautes et décharnées, semblables à des mains griffues, s'agitaient au-dessus de sa tête. Une obscurité menaçante s'étendait de part et d'autre du sentier, ne révélant qu'un tapis de fougères aux teintes maladives, au sein desquelles n'importe quoi aurait pu se dissimuler aux yeux du promeneur inconscient. Oppressé par une frayeur quasi ancestrale, Vincent força l'allure en évitant soigneusement de regarder ailleurs que droit devant lui, par crainte de ce qu'il aurait pu apercevoir. Lorsqu'il émergea enfin du bosquet, ses inquiétudes se dissipèrent aussi rapidement qu'elles étaient apparues. Il rit de cette crise d'angoisse irrationnelle qui s'était emparée de lui quelques instants plus tôt et mit sa réaction sur le compte de la fatigue. Au sortir des arbres, la voie boueuse obliquait sur la gauche, longeant un paysage en friche que les eaux turpides d'un ruisseau voisin faisaient ressembler à une mangrove lugubre avant d'aboutir à un grand corps de ferme délabré. Rien ne semblait indiquer que les lieux abritaient un quelconque habitant, et pourtant il eut la certitude que c'était là le but de son voyage et qu'Eva l'attendait quelque part derrière ces murs décrépits. Il franchit un porche grand ouvert et entreprit de traverser péniblement une cour mal entretenue et envahie par de hautes herbes. Du coin de l'œil, il crut soudain percevoir un mouvement dans la végétation dense qui l'entourait, un frémissement qui n'avait rien à voir avec le souffle du vent froid qui s'engouffrait dans ces lieux. La sensation d'être épié par quelque entité malfaisante qu'il avait déjà ressentie auparavant alors qu'il marchait à travers la forêt le reprit et il se mit à courir en direction de la porte d'entrée. Vincent se précipita à l'intérieur et claqua derrière lui sans plus attendre le lourd batteur de bois. Il lui fallut quelques instants pour se reprendre et inspecter l'intérieur de la demeure. Il se trouvait dans un petit vestibule plongé dans la pénombre qui donnait de chaque côté sur des pièces vides, froides et délabrées. Face à lui, un escalier poussiéreux et aux marches fissurées s'élançait vers les étages. Il hésitait encore sur ce qu'il allait faire, n'osant pas se risquer à l'extérieur, lorsqu'il entendit de la musique provenir des hauteurs de la maison. Die Fledermaus, évidemment. Parfait comme bande-son pour un manoir hanté, murmura-t-il pour lui-même. Il gagna néanmoins à pas prudents l'étage, où il trouva les premiers signes témoignant que l'endroit n'était finalement pas totalement désert. Il entra dans un petit salon aux volets hermétiquement clos, dont la propreté méticuleuse tranchait avec ce qu'il avait pu voir jusqu'ici. Éclairée par de nombreux candélabres dispersés alentour, la pièce était meublée et décorée de façon simple mais chaleureuse. 2 fauteuils de cuir sombre, profonds comme des tombes, entouraient une table basse en bois brut, sur laquelle trônait une élégante coupe en céladon. Sur un côté, un buffet rustique supportait un abaque de bois laqué
et quelques étranges figurines en ivoire. Accrochées au mur, deux natures mortes se faisaient face, exposant au regard du spectateur l'inexorabilité du temps qui passe et la vanité des entreprises humaines. Vincent, plongé dans la contemplation d'un des tableaux, ne l'entendit pas venir, et ce ne fut que lorsqu'il sentit un souffle dans son cou qu'il se retourna en sursautant. « Magnifique !» dit-elle, dans un murmure rauque, alors qu'elle le détaillait de la tête aux pieds avec une lueur indicible, affamée et païenne dans le regard, ce qui le mit profondément mal à l'aise. Eva recula de quelques pas avec la grâce d'une ballerine, ses longs cheveux laissés libres lançant des éclats d'or pur dans la semi-obscurité qui l'entourait. La jeune femme ne ressemblait absolument pas au fantasme morbide que Vincent s'était créé et qui avait provoqué ce rêve épouvantable. Ses courbes voluptueuses étaient particulièrement mises en valeur par une robe bustier bleu nuit dont la coupe rétro lui donnait de faux airs d'héroïne hitchcockienne. Elle était grande et, bien que pieds nus, elle dominait son invité d'une bonne tête. Tentant désespérément de ne pas la regarder uniquement dans les seins, il se concentra sur l'ovale parfait de son visage et ses yeux étranges, d'un bleu tellement pâle et délavé qu'ils en paraissaient presque blancs. « Viens avec moi, maintenant. Nous avons tant à faire. » Eva le guida à travers des salles désertes et livré au courant d'air jusqu'à une chambre où, pour tout mobilier, se trouvait un grand lit à baldaquin tendu de voilages écarlates. À peine entré, la porte claqua brusquement derrière lui, le plongeant au cœur d'une obscurité impénétrable. Il entendit le bruit des pas d'Eva qui s'éloignaient, puis le froissement d'étoffes tombant sur le sol et enfin le grincement discret du sommier sur lequel elle s'était assise. Il hésita sur la marche à suivre, tâtonnant même sans succès à la recherche de la poignée de la porte, un instinct immémorial lui hurlant qu'une menace mortelle devait forcément se cacher dans le noir. Un murmure lui parvint, lui enjoignant l'ordre d'avancer sans crainte dans les ténèbres. Et il lui fit confiance. Timidement, il s'aventura dans la pièce, foulant un épais tapis avant de buter contre un coin du lit. Le juron blasphématoire qui lui échappa alors se vit récompensé d'un petit rire. Eva devait être toute proche de lui. D'ailleurs, il sentit une main se poser sur son poignet. Une main glaciale qui le fit frissonner jusqu'au tréfonds de son être. Faisant preuve d'une force inattendue, elle l'attira vers elle, et Vincent s'affala de tout son long sur la couche. Une fois qu'elle en eut fini avec lui, elle minauda, presque espiègle. « Auras-tu encore envie de moi ?»« Oh, oui, bien sûr que oui, tu es tellement incroyable. »« Ce sera ta récompense si tu te comportes bien. Il y a là, juste derrière, un petit cabinet de travail où tu trouveras tout ce qu'il te faut pour m'écrire un récit. Mets-y tout ton cœur, toute ton âme. Tu as l'opportunité unique de réaliser un chef-d'œuvre. Ne gâche pas cela, sinon... » Eva laissa un instant cette menace flotter entre eux, mais Vincent ne ressentait même pas l'envie de la contredire, de la contrarier.
s'il fallait en passer par cette requête absurde pour accéder à nouveau au nirvana auquel il venait de goûter, eh bien soit. Il débuta immédiatement sa tâche, sans prendre même la peine de se laver ou de se rhabiller. Une sorte de fièvre créatrice s'était emparée de lui, et il se mit à pianoter pendant des heures sur le petit ordinateur portable mis à sa disposition. Et il perdit rapidement toute notion du temps qui passait. Lorsqu'il ressentait la faim, Eva devançait son besoin, et il trouvait un plateau couvert de mets succulents à sa disposition dans 16 appartements qu'il ne quittait plus. Et quand d'autres envies, plus charnelles, se faisaient sentir, sa belle amante l'attendait déjà dans son lit, nue et lascive. Elle lui fit découvrir des plaisirs inédits, et il était à chaque fois reconnaissant de pouvoir assouvir des appétits de volupté qu'il n'avait jamais soupçonné exister. Il se donnait amoureusement, sans retenue, alors que lui n'était rien d'autre qu'un corps, une vigueur, une jeunesse dont elle profitait sans honte. Qu'était-elle donc en vérité? Vampire, succube ou muse vénéneuse? Cela n'avait en réalité que peu d'importance. La luxure guidait Vincent sur un chemin à l'issue certainement fatale, mais il n'avait pas l'intention de penser à autre chose qu'au moment présent et à l'abandon total dans lequel il s'était plongé. Il aurait bien voulu que cette situation perdure à tout jamais, mais il finit bien malgré lui par mettre un point final au texte qu'il rédigeait depuis ce qui lui semblait être des mois entiers. Eva le lut en silence, tandis qu'il attendait avec angoisse le verdict, prostré à même le sol, aux pieds de sa maîtresse. Cela correspond parfaitement à ce que j'attendais. La toile que tu as tissée de tes mots pour moi conviendra à merveille. Nul doute que ton successeur s'y laissera prendre. Tu m'as bien servi, et je t'autorise maintenant à partir. Quoi? Partir? Mais non, je ne veux pas. Vincent, qui s'était relevé brusquement, fut pris d'un vertige soudain et ne parvint pas à terminer sa phrase. Eva le scrutait intensément sans mot dire, et il se perdit rapidement dans la contemplation des prunelles opalescentes de la jeune femme. Il se réveilla en sursaut, poussant un cri de surprise et d'effroi. Reprenant peu à peu conscience de son environnement, il découvrit qu'il était allongé dans les bois, à même la terre humide et grasse. Se relevant avec difficulté, il avança d'un pas hésitant, tel un boxeur groggy qui aurait pris un coup de trop sur le crâne. Sa voiture l'attendait là où il l'avait laissée, quelques jours ou 10 ans plus tôt, il n'était pas capable de le dire, devant la chaîne qui marquait la limite du domaine maudit. Il lui fallut plusieurs essais avant de réussir à glisser la clé dans la serrure et à déverrouiller la portière fermée, tant ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Il resta un long moment assis derrière le volant, sans bouger et les yeux perdus dans le vague, avant de se décider à mettre le contact et à reculer le long du chemin forestier. Il retourna chez lui, la peur au ventre, une crainte irrationnelle le poussant à vérifier constamment que personne ne se cachait sur la banquette arrière. Une fois dans l'abri tout relatif de son appartement, il se rendit compte que seulement 3 jours s'étaient écoulés depuis son départ, ce que son cerveau affaibli n'arrivait pas à accepter. De plus, les leçons prodiguées par Eva l'avaient trop habitué aux ténèbres
et il ne prit pas la peine de rouvrir les volets ou d'allumer les lumières, se contentant de rester la plupart du temps prostré dans un coin de sa chambre en marmonnant des propos incohérents. Quelques jours plus tard, sa retraite solitaire fut néanmoins troublée par quelqu'un qui tambourinait à sa porte. Résolu à ne montrer aucun signe de vie, il ne prit pas la peine d'aller voir de qui il s'agissait. Les coups redoublèrent alors contre la porte d'entrée. « Vincent, je sais que tu es là. Ouvre-moi, laisse-moi entrer. S'il s'est passé quoi que ce soit, on peut en parler, mais ne me laisse pas dehors comme ça. » Recroquevillé de l'autre côté du panneau de bois, illusoire protection contre le mal qui rôdait partout ailleurs dans le monde, Vincent gardait les yeux hermétiquement clos et, les mains sur les oreilles, essayait de résister à la tentation d'aller ouvrir. La chose à l'extérieur avait beau avoir la voix de Mélissa, il savait bien ce qu'elle était en réalité. Il savait que c'était elle qui revenait le chercher pour lui prodiguer une ultime leçon ténébreuse. Leçon de ténèbres, une nouvelle de Monsieur Plume, publiée sur Atramenta, service de publication d'œuvres écrites, en ligne, en e-book, en livre audio et papier, et avec l'accord de l'auteur, qui est également à l'origine d'autres contes tels que Anachronisme, L'Absente et Un travail de tout repos. Je termine ce programme avec un extrait de l'interview accordée par la télévision suisse en 1964 à Christopher Lee, qui incarnait précisément la figure emblématique du vampire dans nombre de films des années 60. À bientôt. Il y a toujours dans l'histoire du vampirisme cette espèce de sexualité, je pense, parce que c'est pas seulement mordre quelqu'un ici, c'est pas ça du tout, c'est l'impression qu'on donne en même temps qu'on existe. Il faut exister, il faut être viril, fort, puissant. C'est tout contenu. Quelle est votre réaction quand vous voyez sur l'écran en train d'être détruit devant les yeux du spectateur? Naturellement, je suis bien content que ce n'est pas la vérité. On peut dire que je suis habitué à ce moment parce qu'il y a tant de fois que je l'ai fait, vous savez. Peut-être c'est la vérité si je vous dis que je suis mort. Je suis mort, si on dit, des façons peut-être plus compliquées, plus différentes que presque tous les comédiens qui existent aujourd'hui. Je ne peux pas vous donner toutes les façons, parce qu'il y avait plusieurs, noyés, assassinés, coupés, décomposés dans la lumière, etc. Le bain d'acide, etc., etc. Fusillé, ça c'est normal, vous savez. Poignardé, c'est rien du tout. On doit toujours penser à une façon qui peut être absolument différente, mais c'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup de choses qui nous restent à ce moment.